Donc, vous avez utilisé l'adresse ici pour aller vers un espace web où vous avez téléchargé le dossier Teddybear 10. Donc sur PC, ça vous a mis un zip que vous avez dû dézipper par clic droit, 7-zip, extraire ici, quelque chose du genre, clic droit, 7-zip en fait, extraire ici. Sur Mac, il suffit de double-cliquer sur le zip, ça crée un fichier décompressé à côté. Il ne faut surtout pas penser qu'en double-cliquant sur le zip, si vous voyez les fichiers à l'intérieur, c'est bon. Pas du tout. Ils sont inaccessibles au logiciel, ça va vous créer des problèmes. Il faut absolument décompresser. Et donc, vous avez un dossier Teddybear 10 qui doit ressembler à ceci. Vous allez ouvrir la version 33 et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bien. Ici, je vais faire Shift Tab pour me débarrasser des palettes qui sont à droite. Shift Tab. Ça fonctionne dans tous les logiciels Adobe. La touche majuscule, celle-là, voilà, la touche Shift, la touche majuscule. Et en la gardant enfoncée, on enfonce la touche Tab brièvement. Ça fait disparaître toutes les palettes à droite. Ça peut être intéressant parfois. Voilà. Donc, c'est un travail en cours avec une broche spéciale qui vient du web, dans ce cas-ci. Celle-là. C'est une broche qui a été téléchargée du web parce qu'il y a énormément de ressources sur le web qui existent et qui sont gratuites et qu'on peut télécharger, tester. Alors, première chose qui va être faite ici, déjà quand j'essaye avec la flèche noire de sélectionner ici la ligne, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Vous arrivez à voir les vecteurs qui apparaissent? Oui. Moi, je ne les vois pas et pourtant, j'arrive à bouger la ligne. C'est parce que précédemment, j'ai demandé que les vecteurs n'apparaissent pas. Même quand un objet est sélectionné, les vecteurs n'apparaissent pas. Vous voyez, je bouge les objets ici. Je fais CTRL Z, enfin commande Z sur le Mac. Ils sont bien sélectionnés, mais pourtant, voilà, ça ne se voit pas. Donc ici, je vais aller dans le menu Affichage et demander d'afficher le contour de sélection. Donc c'est une petite astuce, ça, pour bien voir ce qu'on fait quand on paramètre des brushes, pour ne pas être parasité par les vecteurs qui apparaissent sur les formes sélectionnées. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je sélectionne uniquement cette ligne-là, touche suppression sur le clavier, elle n'est pas utile, on la supprime. Et alors vous allez directement enregistrer le document sous un nouveau nom, fichier enregistré sous, donc dans le dossier Teddybear 10, je vais l'enregistrer sous le numéro 34. Enregistrer, voilà. OK, dans les options, c'est bon. Alors, vous regardez dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, il y a des calques. Enfin, il y en a un qui est peut-être déployé chez vous aussi. Je vais le rétracter ici avec la petite flèche, le petit triangle, vous voyez. Je le rétracte. On a donc 4 calques, dont 3 sont verrouillés. Et un n'est pas affiché d'ailleurs aussi. Celui qui n'est pas verrouillé, c'est le calque dessin. Et quand j'ouvre, à l'intérieur, je vais voir qu'il y a l'oreille de l'ours ici qui est verrouillée. C'est tout à fait normal. Plus bas, je fais avec la roulette de la souris pour descendre. Je vois ici que l'autre oreille est verrouillée aussi. Donc dans le calque qui s'appelle dessin, il y a 2 objets qui sont verrouillés, les 2 oreilles, on ne travaille pas sur elles pour l'instant. Ça, c'est un autre calque. C'est pas dans le calque dessin, c'est le calque fond coloré. Parfait. Donc, logiquement, si je fais CTRL A sur le clavier du PC ou commande A sur le clavier du Mac, ça sélectionne toutes les formes, sauf celles qui sont sur le calque détail. C'est les yeux, le museau, les griffes. Tout ça, c'est sur le calque détail qui est verrouillé, ça ne se sélectionne pas. Et toutes les formes, sauf les oreilles, qui elles-mêmes sont verrouillées dans le calque dessin. Donc c'est important de gérer le verrouillage, parce que quand on a plusieurs formes qui se superposent comme ça, il faut absolument arriver à gérer ça. Pouvoir les manipuler facilement. Alors,
Oui, en effet, vous avez sans doute un rectangle comme ceci qui apparaît, très bien, tu fais bien de le dire. Et c'est une chose qu'on va désactiver, c'est le rectangle de transformation qui apparaît quand on sélectionne des formes. Et je pense qu'au cours précédent, on avait dit qu'il fallait désactiver ça. Menu affichage, masquer le cadre de sélection. Attention, ne confondez pas avec masquer le contour de sélection qui est un peu plus haut dans le menu, vous voyez. Ici, c'est vraiment masquer le cadre de sélection. Du coup, quand on sélectionne des objets, on ne voit plus ce cadre, on voit les vecteurs des objets, et ça c'est bien. Et si on veut un jour faire de la transformation sur les formes, là où les formes qu'on sélectionne, on activera l'outil ici de transformation manuelle qui amène le cadre. Mais ici, quand je sélectionne et que je suis avec un autre outil que transformation manuelle, je n'ai pas envie de voir le cadre, c'est donc menu affichage, masquer le cadre de sélection. Alors, dans la palette des outils, vous avez soit la possibilité de mettre le fond à l'avant-plan, soit le contour. Il faut que ce soit le contour qui soit à l'avant-plan. Comme ça. Et puis, vous allez tenter de modifier la couleur. Alors, soit par la palette couleur, ça peut se faire, mais aussi par la palette nuancier, qui est quand même la plus importante dans Illustrator. Donc, menu fenêtre, nuancier. Menu fenêtre, nuancier, vous pouvez tester le changement de couleur. Voilà. Alors, ici, c'est une brush téléchargée du web avec un effet de plusieurs intensités lumineuses. Si vous prenez une couleur très foncée, ça risque de pas trop le faire. Oui, ça le fait un peu. Mais une couleur moyenne, ça marche, ça se voit bien. Donc voilà, en modifiant la couleur de contour. Alors on va faire apparaître la palette des formes. Menu, fenêtre, forme. Mais avant ça, je voudrais peut-être vous montrer qu'on peut cliquer à côté de l'ours avec la flèche noire pour désactiver les formes. Et on peut enlever l'œil en face, tout en bas, du calque qui s'appelle fond coloré. Parce que lui, il est juste là pour nous aider à voir ce qui est blanc dans notre illustration. Si on enlève l'œil en face de fond coloré, c'est un fond blanc qui est derrière, et vous voyez ce que ça donne réellement l'illustration. Donc ça change quand même. Hein. Le but, c'est pas d'avoir ça avec le fond là derrière. Il ne fait pas partie de l'illustration, c'est juste une aide pour arriver à comprendre ce qui est blanc dans l'illustration. Donc vous pouvez enlever l'œil en face de fond coloré. Ce sera plus sympa pour la suite. Alors je disais donc qu'on allait faire apparaître la palette des formes. Menu fenêtre, forme. La palette des formes peut être agrandie par sa petite case. Déjà, je l'ai déplacée vers le haut de l'écran, vous avez vu. Puis, avec sa petite case en bas, on peut l'agrandir comme ça si on veut. C'est déjà mieux. Malgré tout, il y a plein de formes qui sont dans ce document. Et il faut jouer avec l'ascenseur pour les faire passer en revue. Avec l'ascenseur. Ok, si vous faites CTRL A pour sélectionner les formes, vous voyez quelle est la forme utilisée actuellement. Et c'est la forme qui est là, en bas. Bon, je vais remonter pour la démonstration ici un peu. Voilà. C'est la forme qui est tout en bas, dans la palette des formes. C'est celle qui est encadrée, là. On vous montre que c'est celle-là qui est utilisée par les traits. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une forme de motif. C'est un type de forme intéressant. On va voir bientôt un autre type de forme, c'est les formes artistiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez repéré quelle est la forme utilisée par les traits qui sont sélectionnés. Alors, vous n'êtes pas obligé que les traits restent sélectionnés. Vous pouvez, avec la flèche noire, cliquer à côté. On va aller modifier la forme. Et malgré tout, vous allez pouvoir l'appliquer. Les modifications qu'on va faire là sur cette forme, vous allez pouvoir les appliquer sur les traits qui utilisent cette forme, qu'ils soient sélectionnés ou pas. Donc, vous allez double-cliquer sur la forme ici, peu importe où. Vous double-cliquez.
ça devrait faire apparaître une boîte comme ça. Voilà, il est indiqué forme de motif. Donc c'est donc bien une forme de motif. C'est le type de forme. Il y en a quelques-uns dans Illustrator, des types de formes. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous avez le curseur échelle. Vous pouvez modifier l'échelle et regarder ce que ça donne. Vous devriez voir que les traits deviennent plus ou moins épais, alors que les formes ne sont pas, les vecteurs ne sont pas sélectionnés, je veux dire. Les vecteurs ne sont pas sélectionnés. Pourtant, en modifiant les paramètres de la forme, ça fonctionne. Ce qui serait intéressant pour plus tard, parce que là, c'est pas un tuto pour apprendre à dessiner des ours dans Illustrator, c'est pour comprendre comment fonctionne Illustrator. Plus tard, quand vous ferez une vraie illustration, ce qui serait intéressant, c'est de créer plusieurs formes sur base de celle qui est là, et pour que certaines parties de l'ours soient moins épaisses que d'autres. Bon. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la méthode de coloration est teinte et ombre. Retenez ça pour plus tard. Vous pouvez cliquer sur OK quand vous avez modifié juste l'épaisseur. Vous avez modifié l'épaisseur. C'est un peu lent. Est-ce que vous remarquez que c'est un peu lent? Parce que Illustrator est fort demandeur en ressources informatiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça demande pas mal de calculs, ce genre de choses. Et alors, juste pour l'info, je suis sur un vieil ordinateur de 2013, donc il a 8 ans. Et même s'il était très performant à l'époque, aujourd'hui c'est un mulet. Donc on ne vienne pas dire que ça fonctionne chez le formateur et pas chez moi, parce que le formateur a un super ordinateur. Pas du tout, j'ai une vieille bique ici. Alors, on va cliquer sur OK. Ça va vous proposer d'appliquer les changements au contour qui utilise la brush. Donc on vient de faire des changements dans la brush, ça propose d'appliquer au contour qui utilise déjà cette brush. Et pas seulement au contour que je vais faire par la suite avec cette brush. Donc je vais cliquer sur OK, oui c'est ce que je veux, appliquer au contour. Bien, vous allez pouvoir enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. On attend que ça s'applique, voilà, enregistrer sous. Et dans le dossier, vous allez enregistrer numéro 35 ici. OK, OK. Alors, dans la palette des formes, vous avez d'autres formes. Vous allez pouvoir tester l'application de ces formes sur l'ours à la place de cette forme jaune. Pas jaune, jaune chez moi. Vous avez peut-être choisi une autre couleur, peu importe. Alors, on fait un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et vous allez tester d'autres brushes qui sont là. Bien sûr, il y a plein d'autres bibliothèques de brushes qui existent. OK. Eh bien, c'est parfait. Elles sont déjà en mode teinte et ombre, alors, celles-là. Si on double-clique sur elles, teinte. Teinte, voilà. Ça veut dire que ça prend la couleur, mais pas l'intensité lumineuse, en fait. C'est pas grave. Ça va quand même fonctionner. Donc, vous testez l'application des brushes. Je vais peut-être aller changer ici, par le nuancier, la couleur, parce que du jaune, c'est pas terrible pour que je vois ce que ça donne. Je vais mettre du brun, mais pas trop foncé quand même. Voilà. Ou du bleu. Voilà, OK, on va faire ça. Par le nuancier. Et par la palette des formes, vous testez d'autres formes. Et ça, c'est des formes artistiques. Voilà. Elles sont moins complexes que la forme qui était là tout en bas, la forme de motif. Parce que la forme de motif, elle est prévue pour fonctionner sur des très longues distances. Alors qu'une forme artistique, elle est là, et quand on l'applique sur un objet, comme celui-là par exemple, la forme démarre sur l'objet et fait tout le tour pour aller au bout. Même chose ici, voilà. Ça, c'est toute la forme artistique qu'on voit dans la palette des formes qui est appliquée sur la totalité de l'objet. C'est pas génial, nécessairement, mais on va voir que ça peut être réglé, ces problèmes. On peut scinder, on peut faire en sorte que sur
toute cette forme ronde, par exemple, il y ait plusieurs de ces brushes artistiques qui se mettent et pas une seule qui s'allonge sur toute la longueur. Ok. Donc, la brush que j'ai choisie est en mode teinte. C'est bien, ça prend la couleur, ça prend la couleur. C'est pas mal. Ok, on va voir si on sait mettre cette brush sur du texte. Ah ah. Et pour ça, je vous conseille éventuellement de, si vous voulez du texte qui a cette brush-là et cette couleur-là, je vous conseille d'activer une des formes qui est là et d'en créer un style graphique. Donc activez avec la flèche noire une des formes, vous allez dans la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. C'est par ordre alphabétique, donc c'est en bas. Voilà. Ah tiens. Ok. Et alors, en ayant cette forme sélectionnée, vous allez pouvoir, dans la palette style graphique, tout simplement cliquer sur le petit signe plus. Et voilà le style graphique qui est stocké. Ça va pouvoir être mis sur un texte éventuellement. En principe, on va tester. Donc, on va taper le texte. Alors voilà, vous allez prendre l'outil texte. Et avec l'outil texte, vous allez cliquer sans bouger la souris. Sinon, vous allez faire un bloc texte et c'est pas ce qu'on veut. On veut une ligne de texte. Donc on clique sans bouger la souris. Voilà. Il y a du lorem ipsum qui arrive, c'est du faux texte. Vous allez taper ce que vous voulez comme texte, mais tapez pas votre vie, hein, c'est juste un petit titre. Vous allez ensuite prendre l'outil de transformation manuelle. On pourrait le faire par la palette caractères, modifier la taille des caractères, mais on peut aussi le faire avec l'outil transformation manuelle. Dès que vous l'activez, vous avez des poignées qui apparaissent autour du texte. Vous prenez une poignée de coin et vous bougez. Mais attention, il faut enfoncer la touche Shift pendant qu'on fait ça. Et lâcher le bouton de la souris, puis la touche Shift. Donc la touche majuscule. Donc la touche majuscule, c'est bien celle-là. C'est ça que vous enfoncez pendant que vous agrandissez le texte. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule qui est une touche de contrainte. Bien. Oui, il ne faudrait absolument pas écraser le texte dans un sens ou l'autre, comme ça c'est tout à fait inacceptable en infographie de modifier ainsi une typographie existante. Donc là je fais commande Z, CTRL Z sur le PC, voilà. Alors vous allez faire apparaître la palette caractères, menu fenêtre texte caractère, menu fenêtre texte caractère. Votre texte est sélectionné avec la flèche noire. Vous voyez que c'est une ligne sur laquelle repose la police de caractère. Quand vous travaillez du texte dans Illustrator ou dans Photoshop ou dans InDesign, à moins que vous ayez une très bonne raison de faire autrement, il faut enclencher ici l'approche de pair optique. Actuellement, on est en approche de pair P-A-I-R-E, pair. L'approche de pair métrique, parce qu'on est en automatique, mais ça veut dire qu'il a pris le métrique. Regardez ce qui va se passer si vous passez en optique. Regardez le texte qui va bouger. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Illustrator regarde les mots et modifie l'espacement entre chaque paire de lettres, entre le B et le E, entre le E et le A, entre le A et le R dans mon cas. Il modifie l'espacement de manière à ce que les mots fassent bloc, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, et ça c'est vraiment très bien. Par la suite, on peut encore corriger ça,
manuellement. Par exemple, si je trouve qu'entre le B majuscule ici et le A, il y a trop d'espace, je prends l'outil texte, je clique entre les deux, un curseur clignote. Avec la palette caractères, je vois que Illustrator a réglé l'espacement à -19. C'est entre parenthèses pour indiquer que c'est un réglage automatique fait par le logiciel et pas par vous. Mais vous allez pouvoir, avec la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, ça ira encore mieux, modifier ça. Voilà, par exemple, là, je modifie l'espacement entre le B et le A. Plus ou moins. Voyez, pour corriger un peu mieux. Voilà. Je peux le faire entre le B et le E ici aussi. Je mets le curseur. Et donc voilà, ce qui vient d'être expliqué ici est hyper important en graphisme. Obtenir du texte qui est bien fait. Au niveau des approches, on demande l'approche optique et puis on peut corriger manuellement en insérant le curseur texte. Voilà, là je viens de resélectionner avec la flèche noire la ligne, il est indiqué, on est en optique en fait, c'est de l'optique modifiée donc il n'est plus rien indiqué. Optique modifiée manuellement, mais c'est bien. Alors le texte ici, on va le mettre sur une courbe. Enfin, on va lui mettre une déformation par enveloppe. C'est pas vraiment mettre le texte sur des vecteurs. C'est pas poser les caractères sur des vecteurs existants, mais c'est déformer le texte ici par un système d'enveloppe pour que ce soit un peu courbe, comme une arcade. Donc, vous allez dans menu Objet, Objet, distorsion de l'enveloppe. Créer d'après une déformation. Oui, parce qu'il y a différentes manières de faire des distorsions par enveloppe, mais ici, ça va être par déformation prédéfinie, des curseurs. Vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et voilà. Vous avez la case aperçu cochée. Vous jouez sur les curseurs de manière à obtenir ce que vous vouliez obtenir. OK. Et on peut retourner là-dedans tant qu'on veut. Objet, distorsion de l'enveloppe, option de l'enveloppe. Oui, quand il y en a déjà une. C'est pas ça. C'est bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour distorsionner l'enveloppe? Ah oui, c'est sans doute. Oui, c'est ça. C'est bizarre, mais objet, distorsion de l'enveloppe, réinitialisé d'après la déformation. Ça doit le refaire, ça doit le faire. Objet, distorsion de l'enveloppe, réinitialisé d'après la déformation. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Ça dit que ça réinitialise, mais en fait, ça redémarre du texte tel qu'il était déformé. Réinitialisé d'après la déformation, mais c'est bizarre. Oui, c'est bien là qu'il faut aller, hein, pour faire réapparaître les options de déformation. Menu Objet, distorsion de l'enveloppe, réinitialisé d'après la déformation. Alors, vous voyez, les logiciels sont tellement vastes et complexes et nombreux que c'est pas toujours évident de retrouver exactement les fonctions, mais c'est pas grave. On finit toujours par retrouver, puis après, s'il faut, on recherche un petit coup sur Google. L'essentiel en infographie, c'est tellement vaste, il y a tellement de fonctionnalités dans tous les logiciels, c'est déjà une première chose, c'est de savoir que les fonctions existent. Si vous ne savez pas qu'il est possible de faire un truc, vous avez moins de chances de le faire. Si vous savez que c'est possible de le faire, mais vous ne savez plus comment, vous allez trouver comment. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir un peu de mémoire et de savoir qu'il y a des choses qui existent pour... voilà. Il faut chercher un peu parfois. Donc tout à fait normal, ça va forcément vous arriver aussi, il ne faut pas chercher la perfection, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir exactement toujours de la manière dont les choses fonctionnent. Alors pour faire ça, vous n'avez pas eu de problème, tout va bien pour tout le monde? Ok, bon, j'ai fait finalement une arcade inversée, mais peu importe. On va enregistrer le document.
OK. Alors bien sûr, le texte est toujours modifiable avec l'outil texte. Alors vous avez ici, est-ce que vous voyez la barre contrôle? Sinon, vous allez la faire apparaître. Si vous avez aucune information là au-dessus, sous la barre des menus, il faut aller dans le menu Fenêtre, Contrôle. Et là, vous devriez avoir, quand votre objet enveloppe est sélectionné, si on clique avec la flèche noire à côté, il n'est pas sélectionné, voilà ce qu'on a. Si on clique avec la flèche noire sur lui, il est sélectionné, on a autre chose. Donc c'est contextuel, cette barre contrôle. Vous avez ici la possibilité de dire que vous êtes en train de modifier l'enveloppe ou alors le contenu. Voilà, il faut passer en modifier le contenu. Et alors avec l'outil texte, vous allez pouvoir changer le texte. Voilà. On a la même chose par la palette des calques. Oui, il y a toujours plein de manières de faire les choses. Si on regarde dans la palette des calques, l'objet ici, qu'on soit avec déformation de l'enveloppe ou déformation modification du contenu, peu importe, l'objet s'appelle enveloppe ici, oui, et je ne vais pas plus loin parce que je pensais qu'il allait quand même par la palette des calques me donner la possibilité de choisir si je veux modifier le texte ou l'enveloppe. Ah ben si, quand on est en modification de contenu. Mais bon, peu importe. La palette des calques n'est pas vraiment utile ici. Donc, ce qu'on a vu, la palette contrôle, là, est vraiment intéressant. Elle vous permet de décider si vous modifiez l'enveloppe ou le contenu, c'est-à-dire le texte. On a la même chose si on va dans Objet, Distorsion de l'enveloppe, et qu'on demande Modifier le contenu. Ou alors Objet, Distorsion de l'enveloppe, Modifier l'enveloppe. Bon, il y a toujours 3-4 manières de faire les choses dans Illustrator. Ici, il y en avait deux. Il y en a deux. Alors, on va tenter de mettre ce qu'on avait stocké là tout à l'heure dans la palette style graphique, vous vous souvenez? Là. Ça, on va tenter de le mettre sur le texte. Qu'est-ce qui se passe si en ayant l'objet là sélectionné, on clique là-dessus? Ok, ça a l'air de fonctionner. Ça a mis le style graphique sur le texte. Et alors, vous n'êtes pas obligé. Oui, il va falloir aller gérer les fonds en fait. Donc j'ai simplement cliqué sur le style graphique, mais j'ai un fond noir du texte là qui est peut-être un peu ennuyeux. Donc allons voir dans la palette aspect ce qui se passe. Ok. Bon, par la palette aspect, le fond noir du texte, on ne le trouve pas non plus. Ah, le texte, c'est toujours spécial dans Illustrator. Hein. Alors, en sélectionnant la déformation ici, je vais dire que je vais aller modifier le contenu. Il y a toujours des surprises avec Illustrator. Je vais aller sélectionner ici, sur la ligne, le texte. Voilà, et c'est là que je vais pouvoir enlever la couleur noire. Diagonale. Ça marche. Bon, là c'était piégeux. Hein. Là c'était vraiment piégeux. Comment arriver à enlever le noir du texte, vous aviez vu. Hein. Dans la palette aspect, il n'y avait pas de fond noir. Dans la palette des outils, pas de fond noir. Mais c'est parce qu'il fallait vraiment sélectionner le texte avec l'outil texte. En fait, sur du texte, il y a deux niveaux de couleurs. On verra ça plus tard sur le texte. Il y a deux niveaux de couleurs. C'est très particulier dans Illustrator. Donc, j'ai dû sélectionner avec la flèche noire la déformation, indiquer que je modifie le contenu, c'est-à-dire le texte, aller avec l'outil texte, sélectionner les caractères, mais attention, pas là. Ça, c'est juste les caractères déformés. Les vrais caractères, ils sont toujours sur la ligne, là. Voilà. D'ailleurs, si vous faites CTRL-Y pour passer en affichage sans couleur, vous les voyez, ils sont là. CTRL-Y, commande Y sur le Mac, vous savez, hein, c'est ce qui correspond à affichage, tracé,
Donc affichage tracé, affichage aperçu, c'est le CTRL Y. OK. Et donc, en sélectionnant les caractères, en étant en CTRL Y, je suis certain de les sélectionner bien. La case de fond était en avant-plan, c'était noir, et j'ai indiqué avec la diagonale ici que je voulais pas de couleur sur le texte. OK. Mais il y a quand même de la couleur qui vient de la palette aspect. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. On va enregistrer le document. Alors, si vous pensez que le contour sur le texte est un peu trop épais, en sélectionnant la ligne de base avec l'outil flèche noire, parce qu'en fait l'effet spécial n'est pas sur les caractères, il est sur la ligne de base qui supporte les caractères. C'est très particulier dans Illustrator le texte, c'est une première approche ici. Donc si vous pensez que c'est un peu trop épais, moi je pense que c'est un peu trop épais, par la palette aspect, pendant que la ligne de base là est sélectionnée, vous allez cliquer sur le mot contour, ou faire apparaître la palette contour, menu fenêtre contour, ça marche aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux cliquer sur le contour ici. Et vous allez pouvoir modifier ici. Par exemple, si je veux 2 fois moins épais, je mets 0,5 à la place de 1, et voilà. En principe, les brushes, on ne modifie pas leur épaisseur par la palette contour. C'est un peu pas assez précis, ça entre en conflit avec le réglage d'épaisseur de la brush qu'on a vu précédemment tout à l'heure. Vous avez vu les réglages d'épaisseur qu'on avait fait sur l'ours. Ça entre en conflit, c'est difficile à gérer. En général, on laisse toujours, quand des vecteurs ont une brush, on laisse toujours le contour à 1 point et on modifie l'épaisseur par les paramètres de la brush, en double-cliquant sur la brush dans la palette des formes. Mais ici, exceptionnellement, voilà, on peut régler ça comme ça. Si, bien sûr, par au-dessus, c'est la même chose en fait. La palette contrôle qu'on a fait apparaître tout à l'heure, en fonction de ce qu'on est en train de sélectionner, elle vous montre des choses qui viennent de la palette, des palettes en fait, des vraies palettes. Ce ne sont que des choses qui viennent des palettes et qui sont agglomérées là au-dessus en doublon en fait. Hein. Ça peut être pratique, bien sûr. Voilà, voilà. Donc on a utilisé des brushes existantes. On va voir comment on peut créer sa propre brush. Et pour faire ça, je vous propose de faire ça dans un autre document. Donc ce sera peut-être plus simple. On pourrait le faire dans ce document-ci, mais on va le faire dans un autre document pour bien séparer les choses. Donc vous faites fichier nouveau. Vous allez dans les Canva prédéfini impression, prendre un A4 horizontal. Au niveau des couleurs ici, dans les options avancées, vous pouvez choisir couleur RGB. Voilà, donc nouveau document Canva impression A4 horizontal, couleur RGB dans les options avancées. Et on clique sur créer et voilà le nouveau document qui arrive sous forme d'onglet. Donc l'autre document est toujours là, bien sûr. On peut passer de l'un à l'autre. Donc la question que vous posez, est-ce qu'on laisse à 300 dpi? C'est pas vraiment le nombre de pixels qui sont dans le document, c'est juste la précision des effets spéciaux, ça. Donc ça n'a pas une influence énorme parce que ça peut encore se changer par la suite par le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Donc typiquement ce qu'on fait quand on travaille dans Illustrator avec des effets spéciaux comme des ombres portées ou des choses comme ça, des effets pixels, on réduit pendant qu'on travaille pour que ça aille très vite et puis juste avant d'exporter le travail, on réaugmente la résolution
Donc c'est pas comme dans Photoshop, la résolution ici, c'est pas comme dans d'autres logiciels. Donc voilà, pas d'importance les paramètres de résolution. Alors, on a fait donc un document format A4 horizontal. C'est important de tenir compte de démarrer d'un document standard quand on fait du travail dans Illustrator, parce que les outils sont optimisés pour des formats normaux comme le A4. Si vous faites un document très petit, comme... ne le faites pas, mais je vous montre. Si vous faites avec l'outil ici, plan de travail, un plan de travail minuscule comme ça, bien sûr on peut zoomer dessus et travailler, mais les outils ne vont pas fonctionner correctement. Le document ici ne fait que 4 cm sur 2,6. Et si, à l'inverse, vous faites un document extrêmement grand, comme celui-ci, ok, donc 252 cm sur 267, ben les outils ne vont pas fonctionner correctement non plus dessus. Donc c'est important quand vous faites du travail dans Illustrator de travailler sur des documents standards de dimension normale. Les outils sont optimisés pour bien fonctionner là-dessus. Alors dans ce document, on va rapidement créer une brush artistique avec une méthode que je vais vous proposer, mais bien sûr, c'est juste pour apprendre Illustrator. Après, vous ferez des choses complètement différentes comme vous voulez. C'est ça qu'il faut. C'est pas un tuto. Vous allez apprendre à comprendre comment fonctionne le logiciel, intégrer en vous la technique, et puis après, vous êtes libre pour faire ce que vous voulez. Alors ici, on va prendre l'outil ellipse, qui est derrière l'outil rectangle. Avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift, vous allez tracer une ellipse. À peu près cette taille-là, c'est bon, à peu près. C'est-à-dire pas ça et pas ça. Donc à peu près une ellipse comme ça, voilà. Un cercle, puisqu'on a enfoncé la touche majuscule. La touche Shift, pendant qu'on le traçait. Bien. Vous allez prendre l'outil flèche blanche qui sert à manipuler certains points d'un objet. Vu que la flèche noire, ou vu que l'objet vient d'être fait, j'allais dire vu que la flèche noire vient d'être utilisée, mais dans ce cas-ci, c'est vu que l'objet vient d'être fait. Tous ces points sont activés. Donc avec la flèche blanche, si on essaye de bouger un des points, ça bouge tout l'objet. D'accord? Logique. Si je veux bouger seulement un des points, il faut que je désactive d'abord en cliquant à côté de l'objet avec la flèche blanche, puis je viens travailler sur un des points, par exemple celui-là. Et alors on va le déplacer en horizontal vers la droite. Vous avez la flèche au clavier, la flèche qui va vers la droite qui va pouvoir vous aider. Donc sur le clavier, c'est cette flèche-là. Là, cette flèche-là. Si vous enfoncez Shift en même temps, ça va plus vite. On peut aussi, avec la flèche blanche, déplacer le point en enfonçant la touche Shift. Comme ça, il se déplace parfaitement sur l'axe. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. D'une manière ou d'une autre, vous avez bougé un des points du cercle. Ce point d'ancrage, A-N-C-R-A-G-E, ancrage, ce point d'ancrage a une tangente. C'est grâce à ça qu'on a les courbures comme ça. Eh bien, on va enlever la tangente. J'ai dit que le point a des tangentes. Non, il a deux moitiés de tangente. C'est une tangente. Avec une moitié ici, une moitié là. Vous allez prendre derrière la plume l'outil point d'ancrage. Vous allez cliquer sur le point d'ancrage
il a perdu sa tangente. Voilà un peu de manipulation des tracés, donc. Vous avez une forme de goutte. Vous pouvez enregistrer le document. Ce document, on va l'appeler création brush-01. Création idiot, on a dit. Voilà. Je le mets sans accent, c'est une habitude pour qu'il n'y ait pas de problème avec l'informatique et certains systèmes. Donc dans le dossier où se trouve le teddy bear, c'est bien, vous avez pu enregistrer ça. Donc cette forme, on peut la sélectionner avec la flèche noire. On voit qu'il y a un fond blanc et un contour noir. Le contour est à l'avant-plan, je vais l'enlever. Donc la forme a un fond blanc. Bien entendu, si je clique à côté, on ne la voit plus. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, c'est l'affichage par tracé. On voit qu'elle est là. Mais CTRL Y, si on est en affichage aperçu, on ne la voit pas, mais elle est réellement là. Je clique. Quand je suis en affichage tracé, je peux cliquer pour l'activer. Voilà. Je reviens en affichage aperçu. Et on va modifier la couleur de la forme. Donc, on met la case de fond en avant-plan. Et par la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, on va appliquer une couleur. Vous appliquez la couleur que vous voulez. N'appliquez pas un motif, parce que ça complique un peu les choses. Il vaut mieux appliquer une couleur. Voilà. Vous pouvez aussi faire une couleur, bien sûr, mais bon, peu importe. Ici, je vais appliquer une couleur comme ça, voilà. Ah oui, au fait, vu que c'est pour faire une brush, il vaut mieux appliquer du noir. Bah oui, oui. Oui, oui, quand on fait une brush, il vaut mieux que ce soit du noir. Donc, je vous ai enduit dans l'erreur en disant de mettre une couleur, parce que le but d'une brush, c'est de pouvoir, au moment où on l'utilise, mettre la couleur qu'on veut. Et donc, je mets du noir pour que la couleur que je vais choisir par la suite pour cette brush aille à 100% sur le document où je vais utiliser la brush. Noir, c'est 100% de la couleur qu'on va choisir. Des brushes qui sont grises, c'est pas bien, parce que vous n'arriverez jamais à mettre des couleurs saturées avec les brushes grises. Ok. On va mettre dans la palette des formes cette forme-là, qui va servir de brush. Donc, menu fenêtre, forme. Elle est là. Bien sûr, cette palette des formes est presque vide, elle ne contient pas toutes les formes qui sont dans l'autre document, parce que c'est la palette des formes de ce document-ci. Logique. Si je passe à l'autre document, l'ours, en cliquant sur l'onglet, la palette des formes est remplie. Mais si je suis dans le document création brush, c'est la palette des formes standard avec quelques brushes qui arrivent. Alors, cette forme de goutte que vous avez faite, vous allez la déplacer dans la palette des formes. Un petit signe plus devrait apparaître. Là, vous lâchez le bouton. Et on vous demande, dans la boîte nouvelle forme qui apparaît, quel type de forme vous voulez faire. Vous allez choisir forme artistique. OK. Le paramétrage de la forme artistique apparaît. Si vous avez cliqué sur OK, c'est pas grave. On peut revenir à ça. Alors, avant d'aller double-cliquer sur la forme pour faire apparaître ces options, je vais désactiver cette forme-ci. Sinon, le fait de double-cliquer sur la forme ici va l'appliquer sur l'objet qui a servi à faire la forme. C'est le gros piège
quand on vient d'amener un objet dans la palette des formes, si on veut double-cliquer sur la forme dans la palette des formes pour faire apparaître les options, il faut d'abord désactiver tous les objets sur le plan de travail, sinon ça applique la forme sur elle-même, c'est foireux. Donc on double-clique sur la forme, les options sont là. Vous voulez que je vous montre ce qui se passe si on avait gardé l'objet sélectionné au moment où on double-clique sur la forme ici? Voilà ce qui se passe. La forme est appliquée sur l'objet qui a servi à faire la forme. Ça n'a aucun sens, et parfois c'est tellement complexe que ça fait planter les choses. Donc, édition annulée, dans mon cas, je clique bien à côté de l'objet qui a servi à faire la forme. Je vais double-cliquer sur la forme ici pour modifier ces options qui apparaissaient tout à l'heure dès qu'on l'avait créé, mais je vous ai montré qu'est-ce qui se passe si vous avez cliqué sur OK, vous pouvez faire réapparaître les paramètres. Alors, vous voyez une flèche, c'est le sens de création de la forme. En principe, quand on dessine une forme sur le plan de travail, on s'arrange pour que le démarrage de la forme soit à gauche et la fin de la forme soit à droite. Et ici, elle va dans l'autre sens, elle va de gauche à droite. Vous voyez, comme si c'était un coup de pinceau. J'approche le pinceau de la feuille, j'appuie sur le pinceau, ça s'épaissit, ça c'est la fin de la forme. Mais c'est pas grave. On peut ici inverser, vous avez ici la possibilité de dire non, non, ça va aller dans l'autre sens. Ici, sens, voilà. Démarrage de la forme, fin de la forme. Vous cliquez sur OK. Et on va tester qu'est-ce qui se passe si on prend le pinceau et qu'on teste cette forme qui est actuellement activée dans la palette des formes. C'est elle qui est encadrée. Le pinceau, c'est comme le crayon, sauf que on peut directement sur le trait mettre une brush. Sinon, ça fonctionne comme le crayon. Voilà. Donc ça fonctionne. On va zoomer en arrière parce que la brush est très grande. Ou alors, attendez, maintenant qu'on vient de tracer la brush sur le plan de travail, et ça peut déborder, c'est pas un problème. Maintenant qu'on vient de tracer la brush, vous allez pouvoir double-cliquer sur la brush dans la palette des formes et diminuer sa largeur en ayant la case aperçu cochée. Là aussi, on aurait pu éviter de devoir faire ça si la forme, on l'avait diminuée avant de l'amener dans la palette des formes. La forme originale qui est là. Si on l'avait faite plus petite avant de l'amener dans la palette des formes, on ne devrait pas nécessairement aller jouer sur la largeur, mais voilà. Et voilà le genre de choses que ça donne. OK. Appliquer au contour. Donc maintenant, si on utilise la brush, voilà ce que ça donne, des petites gouttes. Faut pas faire des traits trop complexes, sinon ça fait des trucs bizarres comme ça. Vous voyez, si on fait un trait en zigzag et trop petit, c'est foireux. Vaut mieux faire des traits assez purs, comme ça. Et donc là, la forme originale suit la courbure qu'on fait. Il ne faut pas faire des choses trop longues non plus, sinon ça fait des trucs bizarres allongés. Enfin, pourquoi pas? Ça peut être bien. Mais si vous voulez que ça respecte la forme d'origine de la brush, à peu près les proportions, voilà. Vous allez pouvoir enregistrer le document. Enregistrer sous. Voilà, je l'ai enregistré sous le numéro 02. Bien, vous voulez transférer la brush dans le document de l'ours pour voir ce que ça donne quand on applique cette brush sur l'ours. Ce ne sera pas génial, mais enfin, techniquement, vous allez voir comment ça marche.
Elle nécessite encore un peu de travail en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transférer la brush d'un document à l'autre? Il faut sélectionner avec la flèche noire n'importe quel objet qui utilise cette brush. Donc, je vous rappelle que ceci est l'objet qui a servi à faire la brush, mais il n'utilise pas la brush. Tous les autres, là, utilisent la brush. Peu importe que ce soit tordu, petit, peu importe. N'importe quel objet, vous le sélectionnez, vous faites un CTRL-C, donc commande C sur le Mac, CTRL-C sur le PC. C'est édition copier, bien sûr. Vous allez dans l'autre document et vous allez coller, CTRL-V. Voilà. Du coup, l'objet a servi de transport pour amener la brush dans la palette des formes. L'objet ne sert plus. Il est sélectionné. Je peux enfoncer la touche suppression sur le clavier. La forme reste dans la palette des formes. Elle est utilisable. Je vais enregistrer le document de l'ours sous un nom différent pour être certain de garder l'ours tel qu'il est là. Et pour être vraiment certain, je vais l'enregistrer même 2 fois de suite en changeant le numéro à la fin. Je suis certain que dans la version 38, l'ours est tel que je le vois là et que je pourrais y retourner si je veux. Et là, je viens de l'enregistrer en version 39. Vous voyez, c'est ça l'idée, hein. Je travaille sur le document 39. Quoi que je fasse, impossible d'aller écraser la version 38. C'est pas la version 38 qui est ouverte. Donc ça a l'air stupide comme méthode, mais ça peut aider. Alors, on va sélectionner les formes dans l'image de l'ours. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. On voit quelle est la forme qui est actuellement utilisée, c'est celle-là. On va voir, on va tester qu'est-ce qui se passe si on met la forme de goutte qui est là. Et bien voilà ce que ça donne. Donc il y a plusieurs choses qui vont devoir être faites. On va gérer l'épaisseur de cette forme parce que là, on ne voit pas ce que c'est. C'est très artistique, on va dire. C'est ce qu'on dit en général quand on veut être méprisant sur les choses dont on ne reconnaît pas la qualité. On dit c'est spécial, c'est artistique. Voilà. Bon, alors, la forme, il y a 2 choses qui vont être faites. Son épaisseur, mais aussi elle doit prendre en compte la couleur qui se trouve dans la case contour ici. Elle doit prendre en compte cette couleur-là, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, vous allez double-cliquer sur la forme, peu importe que les objets soient sélectionnés ou pas. On double-clique sur la forme. La case aperçue est cochée. Vous allez jouer sur la largeur ici au-dessus. Voilà. Et vous allez ici changer le mode de coloration en teinte, par exemple. Du coup, la couleur qui est dans la case contour est prise en compte. OK. Et on répond appliquer au contour. Et si on change la couleur dans le nuancier, ça va changer la couleur de la brush parce qu'elle est en mode teinte. Voilà. Donc c'est la brush qu'on a créée, la goutte qui s'allonge tout le long du trait. Oui, là, tout le long du trait. J'annule. Là aussi, tout le long du trait. Là aussi. Tout le long du trait, c'est la brush. Elle n'est pas prévue en principe pour être allongée autant, quoi. Vous aviez compris. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa pour faire un petit logo. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom.
enregistrer. OK. Alors, je reviens dans le document ici, avec l'outil plan de travail, et vous avez vu que j'ai zoomé en arrière avec Alt roulette, parce que je vois ma page A4 quand même d'assez loin. Avec l'outil plan de travail, je vais agrandir le plan de travail pour avoir un peu plus de zones blanches sur lesquelles travailler. Allez-y comme ça, carrément. Voilà. C'est pas encore trop grand, hein. Ça fait 25 cm sur 90 à peu près. Ça va. Et vous n'êtes pas obligé de faire cette dimension-là, hein. Tant que vous avez un espace comme ça, blanc, assez grand en horizontal, parce que nous allons avoir besoin de place. Et ce n'est qu'une référence, ce plan de travail. On peut travailler dans Illustrator en dehors du plan de travail, c'est pas un problème, c'est juste que le problème que c'est gris à l'arrière-plan, quoi. Voilà. Donc, quand vous avez fini avec l'outil plan de travail, vous réactivez la flèche noire. Alors, on va faire une brush un peu plus complexe en utilisant la brush qu'on a faite. Donc, je vous montre, vous allez pouvoir tester après. Dans la palette des formes, c'est bien la brush qu'on avait faite qui est activée. Je prends le pinceau. Je vais tracer comme ça. Ah, mais oui, on l'avait faite plus petite. Donc, il va falloir que je zoome quand même. Voilà. Et je fais une brush plutôt horizontale, comme ça. Donc tout ça, c'est une brush que je suis en train de dessiner grâce à ma première brush. Faites quelque chose d'un peu horizontal comme ça. Si vous foirez, vous annulez bien sûr tout de suite. Il faut qu'on sente qu'il y a une direction, quoi. Voilà, c'est un peu végétal comme ça, c'est amusant. Alors, celle-ci, ce trait-là, me plaît pas trop, c'est pas grave. Avec la flèche blanche, je vais aller bouger son point là et l'ajuster. Vous voyez, c'est génial, hein, c'est la brush qui suit. C'est la brush qui suit le trait. Donc, si on va avec la flèche blanche modifier les points, ça marche. On peut aussi remodeler au crayon. Outil crayon. Quand votre forme qui utilise la brush est sélectionnée avec l'outil crayon, on peut aller redessiner. Waouh, ça foire, j'annule. Dans l'autre sens, non plus. Ah. Bon, oubliez le crayon. Pourquoi ça foire? Je vais zoomer un peu plus dessus. Ok, je démarre du bout, là. Je termine là. Eh bien, il ne veut pas fonctionner. Il se comporte comme la version d'Illustrator qui foirait à un certain moment. L'outil crayon était foireux. Bon, ok. Il n'y a peut-être pas assez de points. Allez savoir. Bon, oubliez ça. Avec la flèche blanche, ça marche. Je reprends la flèche blanche finalement. L'outil crayon, il ne réagit pas comme il devrait là. Ok. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous avez une espèce de longue brush comme ça. Vous pouvez enregistrer le document. Enregistrer le document. Voilà. Alors, oui, vous avez envie de mettre des couleurs différentes sur les différentes choses et d'en faire une brush en couleur. Oui, c'est possible, mais ce sera plus tard. Là, on veut que la brush soit noire parce qu'on veut pouvoir mettre n'importe quoi comme couleur par la suite à 100%. Donc les brushes en général dans la palette des brushes, elles sont noires. C'est l'intensité de la couleur qu'on va choisir. Avec la flèche noire, vous allez englober toutes ces petites formes. Voilà. Ne fût-ce que partiellement, puisque la flèche noire, elle sélectionne de façon l'entièreté des objets. Donc, on n'est pas obligé d'englober vraiment complètement, mais elles sont toutes sélectionnées. Vous allez prendre avec la flèche noire n'importe laquelle d'entre elles,
et déplacer vers la palette des formes. Une boîte apparaît qui vous demande ce que vous voulez faire comme forme. Vous allez choisir artistique. OK. La flèche est dans le bon sens pour la création de la forme. On démarre bien de là et on termine là. La flèche est bien dans le bon sens, c'est bon. Ici, à la mode, on peut directement mettre le mode qui permettra d'avoir de la couleur sur la brush, le mode teinte. OK. On clique à côté des objets qui ont servi à faire la brush. On peut tester la brush. Il suffit de prendre le pinceau, d'activer la brush, de dessiner avec la brush. Et voilà. Et en appliquant la méthode qu'on a vue tout à l'heure, vous allez pouvoir l'utiliser sur l'ours très facilement. Ça va s'allonger sur toute la longueur de la forme de l'ours. C'est pas sympa ce genre de choses, et encore vous avez rien vu. Donc là, c'est vraiment la puissance du logiciel. C'est-à-dire que au lieu de passer une demi-journée à dessiner des végétaux comme ça sur papier, vous avez utilisé la puissance du logiciel pour vraiment accélérer votre travail artistique. OK. Enregistrer le document.